Le Premier ministre hongrois a encore empêché aujourd'hui, lors d'un sommet européen, le déblocage de nouvelles aides à l'Ukraine. Il faut dire que Viktor Orban, qui dirige son pays depuis 16 ans, est le meilleur allié de Vladimir Poutine. Mais restera-t-il au pouvoir? Il joue sa survie politique dans 3 semaines, dans des élections où pour la première fois, il n'est plus favori. Reportage, Luc Lacroix, Chloé Cormery. Ce jour de juillet 2024, Viktor Orban brise un tabou. Il est le tout premier dirigeant européen à rendre visite au paria, Vladimir Poutine, depuis l'offensive russe en Ukraine. Une visite justifie-t-il pour favoriser la diplomatie? Parce que la paix ne vient pas d'elle-même, elle doit être obtenue. Il faut y travailler. J'ai discuté des moyens d'y parvenir avec le président. Le geste provoque la fureur des Européens, mais il témoigne d'une profonde entente entre les deux hommes. Officiellement, ils se sont rencontrés 14 fois et aiment afficher leur proximité. Viktor Orban et la Russie, c'était pourtant mal parti. Au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, Viktor Orban, que l'on voit ici en 1989, n'a que 26 ans. Il se fait connaître avec ce discours s'opposant à l'impérialisme russe et à la présence de soldats soviétiques en Hongrie. Nous pouvons élire un gouvernement qui ouvre des négociations pour le retrait immédiat des troupes russes de notre pays. Mais 20 ans plus tard, en 2009, Orban, simple candidat aux législatives, opère un virage à 180 degrés. Il rencontre Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, un rendez-vous dont il n'existe aucune image, mais où les deux hommes ont noué une sorte de pacte, comme nous le raconte cet ancien diplomate qui a notamment servi sous Orban. Poutine lui a expliqué « Tu peux faire de bonnes affaires avec moi ». Dans le même temps, Viktor Orban est critiqué par l'Union européenne, par le monde démocratique. Il a donc fait de l'Occident, de l'Union européenne, un adversaire. Une position pro-russe qui détonne en Europe. Sommet après sommet, Viktor Orban apparaît isolé. Il brandit plusieurs fois son veto sur la Russie. Jusque-là, il n'a pas mis ses menaces à exécution. Mais depuis plusieurs semaines, il fait dérailler un nouveau train de sanctions européennes. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à un accord sur le 20e paquet de sanctions. C'est un revers et ce n'est pas le message que nous voulions envoyer aujourd'hui. Viktor Orban justifie son entente avec Vladimir Poutine par ses besoins en hydrocarbures russes bon marché. Depuis la guerre en Ukraine, la part du pétrole russe a même augmenté et atteint désormais plus de 90%. Contrairement aux autres pays européens, la Hongrie n'a fait aucun effort pour s'en passer. La base de la sécurité énergétique de la Hongrie, ce sont des approvisionnements d'énergie russe stables dans le passé, le présent et le futur. Je suis très heureux de remarquer que malgré toutes les difficultés actuelles, nos relations restent intactes et continuent à se développer. Dans la campagne électorale qui fait rage en ce moment, Viktor Orban surenchérit et désigne non pas la Russie, mais l'Ukraine comme adversaire. Ils veulent sans cesse que la Hongrie soit coupée de l'énergie russe pas chère. Tant que l'Ukraine fait ça, et tant qu'elle ne s'excuse pas, je dirais que c'est notre ennemi. La population hongroise soutient-elle l'alliance d'Orban et de Poutine? Les prochaines élections livreront une partie de la réponse. En Hongrie, les maires ont le droit de sélectionner les habitants de leur ville. Viktor Orban a fait passer une loi qui permet aux maires de faire le tri dans leur population et d'expulser de leur maison les minorités non grata, comme les Tziganes ou encore les Roms. Nous avons suivi le maire de la petite ville de Pilic qui applique ce tri de population sans scier. Et ça ne gêne, vous allez le voir, manifestement pas grand monde. Reportage Luc Lacroix, Chloé Cormery. C'est une petite ville de la campagne hongroise où Károly Losó voulait s'installer. Je reviendrai. Si je pouvais, je reviendrais vivre ici. Parce qu'on y a vécu il y a une dizaine d'années. À l'automne dernier, avec son épouse, ils ont même acheté à bon prix cette petite maison à restaurer au milieu d'un grand terrain. Mais aujourd'hui, il ne peut que la regarder de loin. Quelques semaines après s'y être installé,
Ils se disputent avec une voisine. Le maire leur ordonne de quitter les lieux. Il est arrivé. Il nous a dit que l'on avait 2 semaines pour partir d'ici. Ce qu'on deviendrait, où on irait, ça ne l'intéressait pas. On avait 2 semaines, sinon il nous expulsait manu militari. L'argent versé pour leur maison leur a été remboursé par la mairie, désormais propriétaire. Mais pour Karoli Lósó, qui fait partie de la minorité rom de Hongrie, la pilule est dure à avaler. C'est du racisme. Ce maire de je ne sais pas quel parti, c'est un raciste. Il s'en prend aux tziganes. Dès qu'il en voit un, il ne laisse pas rentrer. Sélectionner les nouveaux habitants d'une commune, en Hongrie, c'est possible, depuis une loi adoptée l'été dernier. À Pilic, 12 000 habitants, c'est devenu la règle. Sous l'impulsion de ce maire, Attila Laszlo. Voilà, une demande est arrivée. Cette personne parle et comprend le hongrois? Oui, oui. Pas de casier. Non. Elle a un travail? Oui. Parler hongrois, ne pas avoir de démêlés avec la justice ou encore ne pas être au chômage sont autant de critères fixés par un arrêté municipal. En plus de cela, la mairie a une sorte de droit de veto. Pourquoi tu l'as mis ça en place? Parce que nous voulons décider avec qui nous voulons vivre à Pilic. C'est ça l'essentiel. Nous voulons des habitants qui mènent une vie normale. Quelle est la définition d'une vie normale pour Attila Laszlo? Avant de devenir maire pour un parti d'extrême droite, il avait fondé la Légion nationale, une milice d'autodéfense que l'on voit ici défiler et qui dit notamment vouloir lutter contre la criminalité tzigane. Que Dieu offre un meilleur avenir à tous les vrais Hongrois. Aujourd'hui, il est accusé d'utiliser ces critères d'installation pour empêcher certaines minorités de s'installer dans sa commune. Et vous allez le voir, leur application est à géométrie variable. Ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de m'installer chez vous? Vous ne parlez pas le hongrois, mais malgré cela, vous pouvez vous installer. À Pilic, où les différentes composantes de l'extrême droite sont arrivées largement en tête des dernières élections, l'instauration de cette sélection ne provoque guère de remous. De l'autre côté de la ville, Ferenc Krajniak finit tranquillement d'aménager son jardin. J'ai tout fait avec mes propres mains, mes propres moyens. Lui vient de décrocher l'autorisation officielle de la mairie et il ne trouve rien à redire à ce système. C'est un certificat qui dit que je peux bien être domicilié à Pilic. Ça veut dire que je le mérite. Pour moi, ce n'est pas de la discrimination. Comme Pilic, environ 200 communes hongroises sélectionnent leurs habitants et chacune a ses propres critères, comme par exemple demander une somme d'argent, un autre moyen de décourager les populations les plus défavorisées. L'état de droit est-il respecté au pays de Viktor Orban? On dit souvent que la Hongrie est un pays illibéral. Mais comment les violations des principes démocratiques se manifestent-elles concrètement dans la justice, dans la presse ou encore sur les minorités sexuelles? Chloé Cormery et Luc Lacroix ont enquêté. En Hongrie, même le plus haut magistrat du pays ne fait pas le poids face à Viktor Orban. Pour avoir critiqué une réforme, András Baka a été évincé. Une éviction symbole des atteintes aux libertés reprochées à Viktor Orban. Et il y en a dans d'autres domaines. Concernant la presse, aujourd'hui, 80% du paysage médiatique est contrôlé par le clan Orban. Un exemple, Blick, le journal le plus lu, a été racheté par un proche de Viktor Orban. Et depuis, les enquêtes qu'il y avait sur la corruption ont disparu. Des journaux ont fermé. Des radios ont perdu leur fréquence et la Hongrie est passée de la 25e place du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières à la 68e place. Conséquence, l'opposition traditionnelle hongroise s'est effondrée. Et pour les prochaines élections, c'est un dissident du parti de Viktor Orban, Peter Magyar, qui sera son principal concurrent.
Au printemps dernier, Viktor Orban a même voulu faire interdire la marche des fiertés. Le motif, ce serait de la propagande homosexuelle qui pourrait être vue par des mineurs. Malgré cela, plusieurs centaines de milliers de personnes ont bravé l'interdiction et ont défilé sur ce pont. Tout ça fait dire à l'Union européenne que l'état de droit n'est pas respecté. Comme sanction, la Hongrie a perdu 1 milliard d'euros de fonds européens et des dizaines de milliards supplémentaires sont gelés. À l'approche des élections législatives en Hongrie, Viktor Orban peut difficilement s'appuyer sur son bilan économique. Dorothée Lachaud, bonsoir. Bonsoir. Ces dernières années, le pouvoir d'achat des Hongrois s'est littéralement effondré. Oui, et le symbole de cette dégringolade, Léa, c'est leur monnaie. En Hongrie, on le rappelle, il n'y a pas d'euro, c'est le forint qui accourt. Or, entre 2010, l'année où Viktor Orban arrive au pouvoir, et aujourd'hui, sa valeur a chuté de 30%. C'est désormais l'une des monnaies les plus fragiles de toute l'Union européenne. Et en parallèle, le coût de la vie en Hongrie, lui, a explosé. L'inflation, regardez, a longtemps été très haute, avec un pic à plus de 25% en 2023. Et en 10 ans, le prix de la location d'un appartement a été multiplié par 2. Le résultat, on le voit aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, la Hongrie occupe la toute dernière place en termes de pouvoir d'achat par habitant. La toute dernière place de l'Union européenne. Comment on l'explique ? Alors, il y a au moins 2 raisons à ça, Léa. D'abord, l'industrie hongroise est très dépendante du secteur automobile qui, on le sait, se porte mal en ce moment. Viktor Orban a massivement investi dans la course aux batteries électriques. Et aujourd'hui, il subit de plein fouet le ralentissement global du secteur. Et puis ensuite, le modèle hongrois a longtemps reposé sur sa main-d'œuvre peu chère. Et bien aujourd'hui, face à la concurrence asiatique, il n'est tout simplement plus concurrentiel. Merci à vous, Dorothée. Pour finir notre grand format sur la Hongrie, est-ce que vous connaissiez la passion thermale des Hongrois ? Avec plaisir d'y aller encore. Vous allez le voir, dans la capitale Budapest, les célèbres bains centenaires ne cessent d'attirer les visiteurs venus du monde entier. Et franchement, quand vous allez voir ça, ça donne envie de s'y plonger. Regardez, c'est un reportage de Lionel Feuerstein et Brice Poussoir. Son allure de palais romantique. Ces nuages de vapeur qui enveloppent les corps et réchauffent les cœurs, tout ici transpire le calme et la volupté. Depuis 112 ans, les célèbres bains hongrois de Széchenyi ne cessent d'attirer les visiteurs, dont de nombreux Français. Ça détend, c'est beau, c'est magnifique, c'est convivial. Il fait -5, je crois, j'ai pas froid, c'est génial. Pour ne pas trop frissonner, il suffit de se laisser glisser dans l'une de ces 3 piscines extérieures, dont l'eau thermale offre une température tropicale. Ressenti -5, l'eau à 38. On aime bien aller se faire des petites balades et puis rentrer dans l'eau après. Ça nous fait du bien. Comme on sent comme des légers petits pics sur la peau. Je me pensais très frileux. Mais là, tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Ça donne une énergie que je ne connaissais pas. Il est temps de jeter un œil à l'intérieur. Le bâtiment est classé, tout comme ces mosaïques et cette fontaine, des chefs-d'œuvre qui rappellent l'époque romaine. Les vestiaires en bois aussi ont été conservés dans le style Belle Époque. Tout ce que vous voyez ici est exactement comme c'était il y a 112 ans. On n'a pas le droit d'y toucher. Mais c'est aussi ce qui vous donne l'impression de remonter dans le temps. C'est un diamant de Budapest. Ce qui fait le succès de ce temple du thermalisme, c'est aussi la qualité de ses sources, jugées bénéfiques pour la santé et puisées à plus de 1200 mètres de profondeur. L'eau est naturellement très chaude. Nous devons donc la refroidir pour pouvoir rentrer dedans, parce que sinon l'eau serait à 75 degrés. Cette piscine, par exemple, est à 38 et l'autre à 30 degrés. Selon la direction du site, plus d'1 300 000 visiteurs sont venus se baigner à Széchenyi l'an passé. Mais d'autres termes attirent davantage les locaux. De l'autre côté du Danube, nous avons rendez-vous à Rudash, les bains les plus anciens de la ville. Pour nous servir de guide, 2 habitants français de Budapest. Les 2 heures, ça passe vite. Des habitués, envoûtés par cet authentique hammam du XVIe siècle, réservé aux hommes certains jours de la semaine. On peut voir des bâtiments
qui nous rappelle non seulement l'époque ottomane, mais même qui nous renvoie à l'Antiquité, dans les ambiances feutrées des bains thermaux. C'est un endroit qui a beaucoup de charme. C'est pour moi un lieu pour se revigorer, mais c'est aussi un lieu où tu te ressources, tu te retrouves avec toi-même, tu discutes, tu médites. Après avoir bien transpiré, retour à la surface pour une dernière baignade dans le seul bassin extérieur de Roudache et sa vue imprenable. Le Danube, c'est tout le temps un spectacle à lui-même et quand il est gelé, c'est encore plus un spectacle que d'habitude. L'eau, en général, fait partie du bien-être hongrois. C'est un pays dans les terres, mais l'eau est centrale avec 2 grands fleuves, le lac Balaton. Et donc, c'est vraiment tout un art de vivre pour le corps et pour l'esprit. Il existe encore d'autres termes à Budapest qui comptent 120 sources. Autant d'occasions de prolonger pour les habitants et touristes ces bains de jouvence à la hongroise.